Bien, alors, donc, généralement, on sera sous l'hypothèse suivante qu'il existe une famille génératrice finie de E. Alors, par exemple, juste un petit truc, hein, entraînez-vous déjà sur les polynômes pour voir quand il n'y a pas de... Donc, l'espace vectoriel des polynômes, vous avez comme base, une base infinie, il vous faut une infinité d'éléments pour engendrer tous les polynômes. Mais remarquez quand même bien que si 1x, x2 jusqu'à xn, etc., donc l'infinité des x puissance i est générateur, les combinaisons qu'on fait pour obtenir des polynômes sont toujours des combinaisons finies. Hein. Voilà. Alors maintenant, on partira très souvent hein, de ça en algèbre linéaire. Notre cadre général, à part quand on fait appel aux polynômes, ce sera on aura des familles génératrices finies. C'est ce qu'on appelle donc l'hypothèse de la dimension finie. Pour l'instant, la dimension n'étant pas encore inventée, on écrira dimension finie en un seul mot ou avec un trait, mais pour l'instant la dimension n'existe pas. Donc je ne peux pas dire on est en dimension finie, alors que ce que je veux faire, c'est de déterminer, de définir la dimension. Alors, donc je vous rappelle ce qu'on va faire. On veut que E soit assimilé, on parlera des morphismes pour l'assimilation, mais ce sera plus tard, à l'espace vectoriel Kn. Voilà. Donc ici, c'est le signe de la bijection. Bijection, ben, il va nous falloir pour cela l'existence de base et ce n-là va être assuré par une dimension. Il y a n avec unicité, c'est-à-dire que toutes les bases auront le même cardinal qui sera ce n. Et vous voyez que, intuitivement, ce n, ça va être le logarithme de quelque chose, parce qu'il est en exposant, donc c'est un log. Hein. Ici, l'existence va être assurée par la base incomplète, et l'existence de la dimension va être assurée par le lemme d'échange. Alors, je veux qu'on distingue bien les deux, parce qu'ils se ressemblent quand même. Et ils se ressemblent, et qui se ressemblent, ça semble et se mélangent dans la tête, et ça, c'est pas bon. Donc, vous allez voir, le lemme d'échange qui est ici est très proche du lemme qui permet d'obtenir la base incomplète. Ok, on y va. On attaque un grand 1 avec le lemme d'échange et ce qui va nous permettre de faire. Le lemme d'échange, il dit la chose suivante. Si on a F1 jusqu'à Fp, une partie libre de E, donc on a fixé E, d'accord, et G1, GQ, une famille génératrice de E, donc entre autres E est de dimension finie, voilà, alors il existe J de 1 à Q, tel que F1 jusqu'à Fp-1 et GJ restent libres. Ça veut dire qu'on peut éliminer, échanger, hein, d'accord, Fp, on le vire, et on pourra trouver un élément ici qui va remplacer Fp, même plus, hein, mais il existe au moins un J, ici, où on va pouvoir mettre GJ à la place, et on a toujours une famille libre. Ok, alors comment on va prouver ça? Eh bien, encore par l'absurde, comme souvent les preuves par l'absurde sont des preuves, en fait, c'est de la contraposée déguisée, hein, c'est pas du vrai absurde. Il y a des preuves vraiment par l'absurde, mais là, ce sera... Donc, on va supposer, c'est quoi l'absurde? On va supposer ici que ceci est faux. Ça veut dire quoi, ceci est faux? Alors, je suppose que vous avez des éléments de logique. Hein. Il existe J, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va supposer donc que quel que soit J, avec J quand même entre 1 et Q, F1, Fp-1, GJ est libre, n'est pas libre. D'accord? Voilà ce que l'on va supposer. Alors allons-y pour cette preuve par l'absurde. Donc on a supposé que c'était pas libre pour tout J. Ça veut dire qu'on va avoir une relation non triviale, ici, lambda 1 F1, ici jusqu'à P-1, et là je vais appeler mu J, GJ. Et ils sont non tous nuls.
D'accord? Ils sont non tous nuls. J'affirme que mu-j, ici, est non nul. Pourquoi? Parce que s'il était nul, supposons qu'il soit nul, alors il est nul, là, comme ça, d'accord? Donc ça fait que on a cette combinaison qui est triviale, d'accord? C'est cette combinaison qui est nulle. Mais cette combinaison est triviale, parce que comme les FI, ici, forment une partie libre, je sais que quand j'enlève FP, je garde encore une partie libre. Donc cette famille F1 jusqu'à Fp-1, elle est libre. Ok. Donc ça implique que tous les lambda I sont nuls. Donc tous ces lambda I sont nuls, et on a supposé que mu-j est nul. Bah oui, mais on avait dit que c'était non tous nuls, c'est pas possible. Donc forcément, mu-j est différent de 0. Donc maintenant, de cette relation, comme mu-j est différent de 0, donc observez ça, hein, on se sert tout le temps du fait qu'on est sur un corps, on va pouvoir inverser, tout élément non nul est inversible, et donc je passe de l'autre côté, j'inverse mu-j, j'applique tous mes axiomes, et j'ai gj en fonction des, comme combinaison linéaire, ici si je développe, des fi pour i de 1 à p-1. Voilà. Moralité, comme les G, c'est une famille génératrice, et comme Fp, bah, il est dans E, Fp va s'écrire comme combinaison linéaire des Gj. C'est la définition d'une famille génératrice. Mais les Gj sont tous, on a pris J quelconque, les Gj sont tous combinaisons linéaires de F1 jusqu'à Fp-1. D'accord? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les combinaisons linéaires de combinaisons linéaires sont des combinaisons linéaires. Donc ça veut dire que Fp et combinaison linéaire de F1 jusqu'à Fp-1. Donc vous allez avoir une formule de cette forme-là, Fp égale nu1 F1 plus etc. plus nu p-1 Fp-1. Mais ça c'est absurde. Parce que ça vous donne une combinaison linéaire. Et elle ne peut pas être triviale parce que ici, c'est comme si vous aviez un 1 ici, d'accord? Donc 1 il est non nul. Ça s'il y a un truc que vous savez sur un corps, la seule vérité, parce que des fois 2 il est nul, hein, dans Z sur 2Z, hein, d'accord? Et ouais. Mais par contre, ce que vous savez dans un corps, et ça c'est à mettre en lettres d'or, hein, d'accord? Au-dessus de votre bureau, 1 n'est pas nul. Voilà. Ça, si on veut partir d'un bon pied, hein, en algèbre, il faut juste partir là-dessus. Voilà. Donc 1 n'est pas nul, et donc du coup, ça donne une combinaison non triviale, alors que la famille était censée être libre. Et ben, une relation non triviale, alors que la famille était censée être libre, c'est pas possible. Voilà. Donc on a démontré notre lemme d'échange. Ok, on continue. Maintenant, le lemme d'échange va nous permettre une proposition, et c'est elle qui va impliquer assez rapidement que toutes les bases ont la même taille, ont le même cardinal. Alors, on va supposer que dans E, on a une famille libre, F1 jusqu'à Fp, et une famille génératrice G1 jusqu'à Gq, exactement comme dans les hypothèses de notre lemme d'échange. Alors, dans ce cas-là, bah, P est inférieur ou égal à Q. En gros, si vous voulez, le cardinal d'une famille libre sera toujours plus petit que le cardinal d'une famille génératrice. Toujours. Voilà. Alors, regardez, on va regarder des parties libres. On part de F1 et Fp, et le lemme d'échange nous permet de faire des petites manipulations sur l'ensemble des parties libres avec des échanges ici. Là, ici, on a une partie libre, donc notre lemme d'échange, d'accord, donc quand je vais mettre LE pour le lemme d'échange ici, va nous permettre d'avoir un GJ ici que je vais appeler GJ1. Maintenant, je permute, donc je sais que si je permute une partie libre, ça reste libre, hein, puisque c'est abélien, hein, tout ça, hein, l'addition est commutative. Donc ici, je fais une permutation pour mettre le GJ1 ici, et là j'ai F1 jusqu'à Fp-1. Mais maintenant, je rapplique le lemme d'échange, et je vais pouvoir, avec cette famille libre, mais avec toujours la même famille génératrice, et là je vais pouvoir mettre un G que j'appelle GJ2 ici. Donc maintenant, je permute. D'accord? Je permute et je vais mettre GJ1, GJ2, F1 jusqu'à Fp-1. Et
bah, vous voyez, je continue, fp-2, je vais les changer, je vais prendre cette partie libre-là, appliquer le lemme d'échange à cette partie libre-là, mais toujours la même famille génératrice. Et là, je vais continuer, et il n'y a rien qui m'arrête, sauf qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de f, il n'y aura plus que des GJ1, GJ2, GJP, et là, je vais m'arrêter quand il n'y aura plus de f. Même si je peux continuer, hein, il n'y a aucune raison, mais je vais m'arrêter quand il y aura plus de f, il n'y aura que des GJ. Et là, j'obtiens, toujours pareil, une famille libre. Alors, j'ai fait une petite récurrence que je cache sous le tapis, mais j'ai une famille libre qui est constituée uniquement de ces G indices J. Voilà. Alors maintenant, les JK, tous les JK, les indices qui apparaissent, j'affirme qu'ils sont 2 à 2 distincts. Il ne peut pas y en avoir 2 qui sont égaux. Ça voudrait dire, sinon, ça voudrait dire qu'on aurait JK égale JK' avec K différent de K'. Donc ça veut dire que K différent de K', ça veut dire qu'on a 2 emplacements différents ici dans la famille, donc c'est 2 éléments différents a priori dans la famille, mais en réalité, ils sont égaux. Donc on aurait une combinaison linéaire non triviale avec 1 et moins 1 qui sont non nuls, évidemment. Je vous ai dit que 1 est non nul, et moins 1, oui, mais de toute façon 1 est non nul aussi. Et donc, cette combinaison entre ces 2 éléments-là, finalement, en rajoutant des zéros, nous donne une combinaison là-dedans, une combinaison non triviale, ce qui va faire que c'est absurde. D'accord? Donc, là, je viens de montrer que, à partir du moment où c'est libre, il ne peut pas y avoir la répétition. C'est quelque chose de très général, hein, quand vous avez une partie libre, vous n'avez jamais 2 fois le même élément dans la famille. Dans une famille génératrice, c'est possible. Dans une famille tout court, oui, c'est possible. Mais sinon, non. Et bien voilà. Ça veut dire que maintenant, tous les JK, K de 1 à P sont distincts. Ça veut dire qu'on peut trouver parmi les éléments de 1 à Q, on peut trouver P éléments distincts. Ben oui, mais ça c'est possible que si P est inférieur à Q, et c'est terminé. Alors, donc là maintenant, la définition qu'on attend tous, la définition de la base, une famille EI de E, c'est une base si elle est à la fois libre et génératrice. Et là, ça va parfaitement, hein, avec le théorème, toutes les bases ont même cardinal. Pourquoi? Tout simplement parce que si on prend 2 bases, une que j'appelle E1 jusqu'à En, l'autre avec des primes, mais je vais jusqu'à n', parce qu'a priori on n'a pas encore démontré le théorème, et le fait que la première est libre et la deuxième est génératrice, nous donne que n est inférieur à n' d'après la proposition précédente. Mais, comme ça c'est une base, elle est aussi génératrice, et comme ça c'est une base, elle est aussi libre, et donc la proposition précédente nous donne n' est inférieur à n, donc n' égale n. Mais attention, évidemment, on n'a pas prouvé encore qu'il existait des bases. D'accord? Ce qui n'empêche pas que cette proposition est vraie. D'accord? Même s'il n'en existe pas, j'ai le droit de dire que toutes les bases ont même cardinal. Ça s'applique à l'ensemble vide, tant pis, c'est vrai. D'accord? Voilà.